Merci d'être là. J'espère que vous n'êtes pas en pleine phase de digestion, mais j'ai peur que je vous tienne un peu éveillé. Ça risque d'être un peu speed. Donc, comme il vous a dit, je m'appelle Paul. Moi, je travaille pour une boîte qui s'appelle Ayrton. Ayrton, on fabrique des objets, et un peu des objets connectés. Je pense que vous avez tous utilisé des objets qu'on a créés. Genre, si vous buvez du café, par exemple, il y a une machine sur deux Nespresso qui a été conçue par nos équipes. Si vous avez des enfants, les liseuses Lumi, c'est nous aussi. Donc on fait une cinquantaine d'objets par an comme ça depuis 10 ans, donc on fait de la robotique et tout, plein de choses. Donc voilà, c'est un peu cool, mais je ne vais pas du tout vous parler de ça. Je suis aussi organisateur d'une conf qui s'appelle la Volcamp. La billetterie est ouverte, c'est début octobre, et c'est à Clermont-Ferrand, et on mange de la bonne truffade. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le truc. Vous avez le QR code si vous voulez. Vous êtes prêts? On parle blockchain, mes petites passions du soir, du week-end, et activités diverses. Bon, je vais commencer par des rappels sur ce que c'est que la blockchain, pour qu'on soit tous à niveau, mais ça va aller très vite. Juste la blockchain, ça sert à quoi? Ça sert à enregistrer des transactions. Ces transactions, on les regroupe, ça s'appelle un bloc. Et ces blocs, on va les chaîner les uns avec les autres avec un système de signature et de cryptographie. Et ça s'appelle la blockchain, grosso modo. Dans la blockchain, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer de la confiance. Dans la vie classique, la confiance, c'est des tiers de confiance. Par exemple, des notaires. Et les notaires, c'est la loi qui les encadre. C'est-à-dire que si votre notaire est véreux, il est censé aller en prison. Dans l'idée de la blockchain, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose qui marche mieux que la loi, c'est-à-dire faire une confiance qui soit numérique et algorithmique. On ne peut pas être véreux dans la blockchain. C'est ça l'objectif. Donc c'est de la confiance et de la confiance numérique. Et associé à ça, il y a ce qu'on appelle des tokens. Alors ça, vous en avez tous entendu parler normalement, par exemple Bitcoin. Alors les tokens, on pense souvent que c'est des monnaies. Et en effet, il y a des points communs. C'est-à-dire que ça a une valeur sur le marché, on peut l'échanger, on peut éventuellement la détruire. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Les tokens, c'est aussi quelque chose qui représente un droit de vote. C'est aussi quelque chose qui est distribué de façon prévisible, prévue, avec une quantité maximum. Et en fait, en soi, c'est beaucoup plus proche d'une part d'entreprise que d'une monnaie. Et c'est un type d'entreprise un peu particulier. Je ne sais pas si vous connaissez en France le principe des SCOP. Le principe d'une SCOP, c'est que vous avez, en plus de votre rémunération, vous touchez en fonction de votre travail des parts de l'entreprise. Et bien c'est exactement ça, la blockchain. C'est un système dans lequel des gens qui travaillent, qu'on appelle des mineurs, vont recevoir en échange d'un travail qu'ils produisent des tokens, donc des parts du système. Ces parts ont une valeur et ils vont avoir pour espoir de valoriser leur travail de cette façon-là. Là-dessus, il y a un type de minage ou de fonctionnement qui, moi, m'intéresse en particulier parce que je vais vous parler d'un type de blockchain spécifique qui sont des blockchains qui servent à fournir du service, à distribuer de l'infrastructure et proposer des services pour accéder à cette infrastructure. On va parler de réseau et comme dans tout réseau, il y a des gens qui déploient du réseau et il y a des gens qui consomment du réseau. Donc on va voir ce qu'on appelle un burn and mint equilibrium, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui font du minage, qui mettent en place le réseau et qui, du coup, en retour récupèrent des tokens, et il y a des gens qui utilisent le réseau, et eux, ils vont devoir acquérir le token, donc ils vont devoir burner, détruire les tokens, pour pouvoir se servir du réseau. Et ça crée un équilibre qui donne une valeur au token, qui est tangible, puisqu'elle est liée sur un service, et non pas uniquement de la spéculation. Moi, ça, c'est ce qui m'intéresse dans ce monde-là. Alors, je vais vous parler d'un réseau en particulier, qui s'appelle Helium, qui est une blockchain qui s'appelle Helium. C'est la première blockchain qui constitue un gros mouvement qui s'appelle les DePIN, Decentralized Infrastructure Network. Et l'idée d'Helium, c'est de créer un réseau LoRaWAN distribué, global, crowdsourcé. Waouh, plein de mots. On va encore faire un petit peu de partage sur tout ça pour que vous puissiez suivre la suite. Donc c'est un réseau global, ça veut dire que c'est un réseau qui couvre le monde entier. Et en l'occurrence, Helium, c'est le plus grand réseau objet connecté au monde. Plus grand que tout ce qu'ont développé les opérateurs classiques dans le secteur. C'est des gens qui font de l'IoT, mais pas que de l'IoT, parce qu'il y a aussi de la 5G, mais ça c'est aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui utilisent le réseau Helium, comme non utilisent le réseau Free, Orange ou autres. Plus tous les opérateurs AT&T et Verizon et autres qui utilisent le réseau Helium pour étendre leur couverture. Donc derrière, il y a un vrai usage de cette technologie-là. Je vous ai parlé de réseau IoT, ça utilise une technologie qui s'appelle LoRaWAN, qui est une technologie hyper standard. C'est déployé par Orange, c'était déployé par Bouygues en France et ça a été racheté par un autre opérateur. Le principe de LoRaWAN, c'est de permettre des émissions très longue distance. On va parler en dizaines de kilomètres avec des puissances d'émission qui sont de quelques milliwatts. Et ça permet d'avoir des objets connectés qui vont pouvoir fonctionner pendant des mois et des années avec une batterie, tout ce qu'il y a de plus standard.
Le principe de LoRaWAN, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des chirps, c'est les trucs rouges que vous voyez à l'écran, et qui sont des déplacements de fréquence dans le temps. Et on va coder l'information, en gros les 0 et les 1, grâce à ces petites choses-là. Ce que je ne vous ai pas précisé, pardon, quand il y a des QR codes, c'est qu'il y a des MOOC derrière qui durent 20 minutes, une demi-heure, et qui expliquent ça un peu plus en détail. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la photo à côté, c'est les premiers tests que j'ai fait en 2015 à peu près sur LoRaWAN. Une antenne déployée sur un toit, une gateway que vous voyez juste en dessous. Ça valait 800 balles à l'époque, ça vaut 200 balles à peu près aujourd'hui. Et puis ensuite, un tracker qui n'est pas celui qui est en bas sur l'écran, mais qui est un truc un peu plus similaire et qui permet de relever là où il y a du réseau. Vous vous rappelez de la pub SFR, hein, le mec qui est avec son truc, ça passe ici. C'est exactement ça. Et donc tous les points que vous avez sur la carte, c'est des endroits où j'ai pu vérifier que le réseau fonctionnait avec une seule antenne. Bon, ceux qui connaissent Clermont, vous aurez identifié que par exemple, toutes les limites que j'ai sur le sud, en fait, c'est le relief, globalement. Donc ça passe pas, ça traverse pas les montagnes, mais ça permet de couvrir tout ce qui est à vue. Et grosso modo, avec une antenne, on va pouvoir couvrir l'intégralité d'une ville comme Clermont-Ferrand, 300 000 habitants pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'endroit. Donc, Helium, LoRaWAN, ça va permettre de faire ça. Helium, c'est un système crowdsourcé, ça veut dire que vous, moi, tout le monde, en fait, peut ajouter des antennes dans le réseau et le faire grandir. Et comme ça a été propulsé par une blockchain et qu'il y avait un peu d'argent, c'est allé assez vite. 900 000 antennes déployées dans le monde. C'est pour ça que c'est le plus gros réseau au monde qu'on ait aujourd'hui. Les points verts que vous voyez sur les cartes derrière, c'est des antennes qui sont présentes. Voilà, pas qu'une en général. Il y a un petit ensemble, parce que si vous prenez le centre de la France, il y a un petit point qui est visible, c'est Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand, il y a eu 200 antennes qui ont été déployées sur la ville. Aujourd'hui, il y en a 100 actives à peu près. Et pour un élément de comparaison, quand Bouygues a déployé son réseau à Clermont, il y en avait 10. Voilà. Donc on est sur un réseau très dense, avec une carte de couverture à côté qui vous montre que grosso modo, on couvre à peu près 80 km autour de chaque antenne. Donc on couvre assez largement, pas uniquement la ville. Malgré tout, ça reste des réseaux très citadins, puisque au milieu du plateau du Larzac, il n'y a pas grand monde qui a mis une antenne, et du coup, il n'y aura pas de couverture. Voilà. Alors, ce truc-là, ça ne fonctionne pas sur ce qu'on appelle la preuve de travail, proof of work, qu'on va avoir dans le cas de Bitcoin et sur lequel on reproche beaucoup les surconsommations d'énergie, l'impact environnemental et ainsi de suite. En fait, nous, dans ce genre de réseau, on n'a pas besoin de prouver qu'on travaille au travers des calculs puisqu'on rend un service. Donc en fait, il faut qu'on prouve que notre service il fonctionne. Donc il y a un truc qui a été inventé qui s'appelle la preuve de couverture. La preuve de couverture, c'est je vais envoyer un message, ça s'appelle un beacon. Attention, là le vocabulaire devient important parce qu'on va le réutiliser par la suite. Ça s'appelle un beacon. Et quand ce beacon est reçu par des antennes autres, ça s'appelle des witness. Donc pour un beacon, j'ai plusieurs witness puisqu'il y a plusieurs antennes qui vont le recevoir. Et ça, c'est ce qui va driver la façon dont on va distribuer les tokens. En gros, on va pousser les gens à avoir une antenne le mieux placée possible, le maximum de couverture, et en même temps, s'il y a trop de densité, en fait, on va mettre des pénalités parce que ça ne sert à rien de rajouter du réseau là où il y en a déjà. Voilà. Et donc ça crée un équilibre et ça va fonctionner. Alors, maintenant que je vous ai introduit tout ça, venons-en à notre sujet. Dans tout ça, moi, je suis un fournisseur de services. C'est-à-dire que j'ai plusieurs applications qui tournent et qui permettent à la communauté, par exemple, de calculer ses rewards pour faire ses déclarations d'impôts, qui servent à des gens qui ont des flottes d'objets connectés à pouvoir utiliser le réseau sans avoir à se poser de questions par rapport à la blockchain. Donc c'est grosso modo ce genre de choses dont je m'occupe. Et du coup, j'ai fait pas mal de développement dans cet écosystème pour arriver à faire ça. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc la première chose que j'ai eu à faire, c'est de traiter ces données de preuves de couverture qu'on a vues précédemment, ces beacons et ces witness, soit parce que j'ai besoin de connaître les rewards pour faire des déclarations fiscales, soit parce que j'ai besoin de connaître l'état de santé des différents hotspots pour mes services. Alors si on regarde un petit peu en termes de volumétrie de données, c'est là que ça devient intéressant de développer dans la blockchain, c'est que des hotspots, grosso modo, quand j'ai fait ce code, il y en avait 500 000 qui étaient actifs. S'il y a 500 000 hotspots actifs, ça veut dire qu'il y a 2 millions de beacons par jour, et ça veut dire qu'il y a 80 millions de witness par jour qui sont à traiter, plus 500 000 rewards par jour. Et si on regarde ça en event par seconde, eh bien, grosso modo, ça veut dire que j'ai 1 millier d'events par seconde à traiter. Il faut que j'encaisse cette charge-là. Alors 1 millier d'events par seconde, il faut savoir que ça, c'est pour traiter ce qui arrive au fur et à mesure. Sauf que ça ne s'arrête jamais d'arriver. Et malheureusement, des fois, le service, il crache. Donc pour que je puisse rattraper le retard, il faut que j'en traite 3000 par seconde. Donc il faut que je sorte une infra qui soit capable de traiter 3000 events par seconde. Alors on ne se rend pas trop compte de ce que ça veut dire 3000 events par seconde, mais je vais vous le dire autrement. Si j'étais un site web, je serais un site web qui sert 240 millions de pages par jour. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'il faut mettre derrière. Et alors le problème de ça, c'est que je ne m'appelle pas Google,
ou aux grands groupes français, et j'ai pas beaucoup d'argent pour faire tourner tout ça. Donc il va falloir faire du code un peu optimisé. Si on le regarde en termes de volume de données à stocker, c'est pas mal, mais bon, c'est raisonnable. On est à 5 Tera de volume par an qu'il faut ajouter. Mais mine de rien, au bout de 2 ans, 3 ans, ça commence à faire un petit peu. Donc au départ, avant que j'attaque le code, il y avait déjà un truc existant. Donc ce que je fais, ça s'appelle un ETL dans ce monde-là. Hein. C'est un truc qui charge les données de la blockchain. Et il y avait déjà une solution qui était mise à dispo par le projet Helium, qui était basée sur une mono-instance PostgreSQL. De toute façon, PostgreSQL, par défaut, en général, c'est un peu mono-instance, qui faisait 8 Tera au début, 12 Tera à la fin. Un Postgres de 12 Tera à gérer, c'est pas cool. Voilà. Donc il fallait un petit serveur pour faire tourner ça, pour gérer les I/O, 3 SSD stripés, c'est à peu près le seul moyen de load balancer de l'I/O quand on a un Postgre comme ça, et puis un serveur 24 cœurs, 128 Go de RAM pour arriver à faire tourner ce système. Bon, jusque-là, j'étais assez content, sauf que ce serveur-là, il permettait de tourner qu'à 1,5 fois la vitesse nécessaire. Et quand il y avait des crashs, et ça arrivait qu'il y ait des crashs, entre autres sur la partie blockchain, bah, la reprise a été compliquée. Et souvent, la base de données s'est retrouvée corrompue. Il faut recharger une base de données à partir d'un dump. Le chargement d'une base de données, c'est 1 semaine, quand on a une base de 12 Tera sur ce type d'infra. Et puis derrière, il faut rattraper la semaine de retard. Donc en gros, un outage égale 3 semaines d'outage. Voilà. Donc un peu chiant. Il se trouve que le réseau Helium a évolué et que, en fait, à un moment, Helium, c'était la plus grosse blockchain qui ait jamais existé au monde. C'est une blockchain avec 900 000 nœuds actifs. Quand on prend Bitcoin, c'est gigantesque, mais tout le monde utilise des pools. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de nœuds in fine dans Bitcoin. Quelques centaines, quelques milliers. Là, on en avait 900 000 actifs. Le truc s'est un peu effondré sur lui-même, sachant que les ordinateurs qui gèrent la blockchain, c'est des Raspberry Pi. Donc ça vous donne un peu l'idée du bazar. Donc ils ont décidé qu'il fallait pivoter sur quelque chose de différent. Entre autres, c'est parti sur Solana pour gérer tout l'aspect vraiment gestion de la partie blockchain pure. Et les mineurs deviennent plus que des nœuds radio qui font juste la preuve de couverture. Le souci, c'est que ça arrive en plein bear market. Le bear market, c'est avant, quand on est en bull run, le token Helium, il vaut 40 $ l'unité. En bear market, il vaut 1 $. Donc il n'y a plus de sous. Ils ont viré la moitié des équipes. En même temps, ils sont en train de démarrer la 5G côté Amérique. Donc, en gros, ils disent à la communauté, on est en train de tout changer, mais par contre, tout l'outillage, on ne va pas le faire. Et là, le problème, c'est qu'un gars comme moi, en fait, il a des clients. Et si je ne refais pas l'outillage, ou si je ne trouve pas une solution, mes clients, je ne leur ramène plus le service. Et des clients, j'en ai plusieurs milliers. Donc, ça fait plusieurs milliers de gens qui vont me gueuler dessus. Donc, c'est pas cool. Donc, il faut que je développe. Bon, là, en l'occurrence, sur l'ETL, j'avais à peu près une dizaine de jours devant moi, donc tout se passait bien. Voilà. Et j'avais 2 solutions, c'est soit je redéveloppe quelque chose, soit j'achète les données, puisqu'il y a un autre opérateur qui faisait ces calculs-là, et qui, lui, les vend. Mais il les vend 600 € par mois. Et j'ai beau avoir un millier de clients, vu ce que me payent mes clients, globalement, je ne vais pas pouvoir payer 600 balles par mois à un tiers. Donc, c'est pas cool. Et donc, je me dis, quoi faire ? Donc la preuve de couverture, dans la nouvelle solution, ça marche exactement pareil. La seule différence, c'est qu'au lieu que les données qui correspondent au POC, elles aillent dans la blockchain, elles vont sur des fichiers. Et elles sont stockées sur des fichiers IP qui sont sur AWS, c'est du gRPC à l'intérieur, enfin peu importe. Voilà. Et donc moi, l'idée, ça va être de récupérer ces fichiers-là et de les traiter. Pour récupérer ces fichiers, je vais monter une archi qui ressemble à ça. Donc déjà, au niveau base de données, mon choix, c'est de dire je vais aller sur du MongoDB. Parce que MongoDB, déjà, je vais pouvoir load balancer mes I/O en utilisant du sharding. Je peux en mettre 3, je peux en mettre 5. Éventuellement, c'est scalable. Et puis, si je veux rendre le truc plus sécure, je peux aller faire aussi des réplicas sur le système. Donc, Mongo, ça me va bien. En plus, vous verrez, je veux gérer des documents. Donc, c'est aussi un petit peu plus simple. Et derrière, je vais pouvoir éclater les I/O sur 3 disques SSD, comme je faisais précédemment. Ça passait avant, ça devrait passer aujourd'hui. L'autre truc que je mets en place, parce que le souci de l'ETL d'avant, c'est que toutes les données, elles étaient dans une base de données, et si vous faites des requêtes API, en fait, vous ralentissez le chargement des datas. Et donc, c'est un peu emmerdant de gérer ça. Donc, du coup, je me dis, il faut une version chaude des données, puis une version froide, puisque la plupart des requêtes, elles se font sur des données qui sont anciennes. Et donc, je veux un système qui ait la même architecture, le même code Java, mais qui puisse être dans une version beaucoup plus petite pour que je puisse faire gérer des données froides et gérer uniquement de l'appel API. C'est ce que vous avez sur la partie droite du schéma. Donc ça, c'est l'archi que j'ai en tête et qu'il faut que je développe. OK. Pour le déployer, moi j'ai envie d'utiliser Docker Compose. Je trouve que c'est bien Docker Compose, déjà parce que je vais travailler sur du bare metal a priori. Je veux que ce soit simple à déployer en une commande, je veux que ça puisse être mis à jour de façon très rapide, et surtout comme je fais un open source qui sert à d'autres et que les autres ne sont pas forcément super bons en infra, en Java, en code et tout ce que vous voulez, il faut que ça puisse se déployer en une commande. Donc Docker Compose, pas mal, sans avoir installé d'infra de l'espace avant. Donc ça me va bien.
c'est pratique pour les autres, et en plus ça me permet de bien gérer les ressources, parce que vous verrez que la gestion de la mémoire, elle est un petit peu touchy, donc il faut que je puisse containeriser ma mémoire pour mes containers. Par contre, des petits trucs chiants que j'ai eu, bon, les IP qui changent au redémarrage, c'est un petit truc qui emmerde un peu quand on veut accéder au dashboard ou des trucs comme ça. Ça se gère par ailleurs avec quelques petites lignes en plus dans le Docker Compose, mais surtout, le problème que j'ai eu, c'est qu'en faisant une mise à jour de Docker, il m'a complètement pété le réseau à un moment. Et c'était un bug dans Docker Compose. Et ça, c'est un peu chiant, parce qu'on est en prod, on a un système qui marche, on fait un apt upgrade, et puis il ne marche plus. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours 3000 événements par seconde qui arrivent. Donc, en fait, le temps qu'on résolve ça, c'est la merde. Donc, ça, c'est un petit point. Par contre, après, la commu a été vraiment bien. Enfin, les gens de Docker, assez réactifs pour voir le problème, le corriger et tout. Donc, c'était cool. Alors que je ne paye pas. Bref, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux maintenir l'état des hotspots. Mes 500 000 hotspots, je veux savoir dans quel état ils sont à n'importe quel moment, en consommant tout le flux d'informations qui vient et qui les met à jour. Donc je veux une structure de données qui va être l'état de mes hotspots. Là, l'intérêt d'être sur Mongo avec un aspect documentaire, c'est que je peux garder à l'intérieur d'un seul document à la fois des données classiques et à la fois des tableaux. Donc ça me permet d'avoir qu'une seule table, enfin qu'une seule collection dans laquelle j'ai une mise à jour de mes données. Bon, ça fait quand même un bon objet, puisque mon objet, il fait en moyenne 51 kg. Mais bon, aujourd'hui, ça reste quelque chose d'assez raisonnable. Mais maintenant, il faut qu'on regarde ça sur un aspect I/O. Donc j'ai 51 kg de données à charger, et je vais faire 3000 mises à jour par seconde. Donc en gros, il faut que je sois capable de traiter du write à 150 mégabits par seconde, mais il faut aussi que je sois capable de faire la lecture en parallèle. Bon, jusque-là, ça me fait pas peur, mais ça donne quoi au niveau latence? Si j'ai 3000 opérations par seconde, ça veut dire que j'ai 300 microsecondes par opération. Et si je regarde un petit peu ce qui se passe dans mes premiers tests, la lecture, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout pas, mais j'ai pas le chiffre. En fait, ce qui m'a surtout bloqué, c'est quand on arrive sur l'update. En fait, un update en base de données sur mon cluster, avec mes 3 Mongo, shardés, les index qui vont avec, et ainsi de suite, que ce soit un update ou un write, ça prend 500 microsecondes. Et ça, c'est quand j'en écris 5000 en même temps. D'accord? Donc, comme j'ai que 300 microsecondes pour les faire, ça va coincer. Bon, comment je peux faire ça? Il faudrait que je travaille entièrement en mémoire. Ça, c'est une bonne approche. Je vais faire un gros cache. En fait, j'ai 500 000 hotspots, j'ai 51 K de données, bah, ça fait 25 gigas. Bon, allons-y, on se met 25 gigas de mémoire pour pouvoir stocker toutes ces informations en mémoire. Du coup, bah, le read, je m'en fous. Voilà. Et puis du coup, ça me permet de faire un truc intéressant, c'est de me dire, au lieu d'écrire tout ce qui se passe, je vais travailler en mémoire et puis je vais flusher toutes les 15 minutes. Alors, si je flush toutes les 15 minutes, ça veut dire que pour mettre à jour mes 500 000 updates, donc je fais 500 000 updates toutes les 15 minutes, ben, sur les 900 000 millisecondes que j'ai 1,8 millisecondes pour faire un update. Bon, bah, c'est cool, puisque j'en ai 500 micros à dispo. Donc ça passe. Donc ça, c'est cool. Alors que sinon, avec mes 3000 opérations, si je fais un write à chaque fois, bah, j'en ai 2,7 millions. Donc là, ça passe pas. Donc en fait, au lieu de me dire qu'à chaque fois, je vais modifier mon hotspot, je vais le faire que toutes les 15 minutes. Donc cette solution-là, le fait de travailler en mémoire, ça me permet de faire du flush asynchrone et donc de fonctionner. Bon, ok, ça va marcher. Donc maintenant, il me faut un serveur. Qu'est-ce que je vais faire pour gérer ça? Il faut que je parallélise pas mal. 32 cœurs, ça va être le minimum. Il me faut de la RAM, 256 Go, ça va être pas mal. Et puis, bah, il me faut du stockage, 12 Tera en SSD, plus 1 Tera de NVMe. Bon, bah là, je regarde les prix. Chez AWS, c'est sans doute du bon matos, hein, mais à 2000 balles par mois, autant que j'achète les données à 600. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils les vendent 600, ils sont chez AWS. Pardon. Bon, je regarde chez OVH parce qu'en général, c'est moins cher. Bon, dans le cloud, pas tant que ça, finalement. Par contre, en bare metal, ça commence à être raisonnable. On a 600 balles par mois pour un serveur qui ressemble à ça chez OVH. Ça va le faire. Ce qu'il faut que j'ai en tête aussi, c'est que accéder aux données dont j'ai parlé, elles sont chez S3, enfin chez AWS S3, et on paye en requester pay. Bon, ce qui veut dire que moi, je paye pour télécharger les données. Ils arrivent quand même à me facturer 100 balles par mois pour télécharger 4 Tera par an. C'est cher, il faut vendre du tuyau. Franchement, honnêtement, la marge est bonne. Bon, voilà, donc il faut que j'essaye de prendre tout ça en compte et de choix à moins de 600 balles. Donc, l'approche que j'ai, c'est de me dire, en fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un serveur avec beaucoup de RAM. Et la RAM, c'est ce qui coûte cher dans un serveur. Sauf si le serveur, il est vieux. Et là, c'est cool parce que j'ai des potes. Et j'ai des potes qui ont des data centers et qui se débarrassent de serveurs. Donc, il y a un pote qui me file un serveur de 2012. Voilà, une belle bête, mais vraiment de 2012. Donc il faut que je l'upgrade un peu. Et là, c'est cool parce que quand on upgrade un vieux serveur sur eBay, les Xeon top du top de l'époque, de 2014,
40 balles les deux. La mémoire, 256 Go, 100 balles. Bah, c'est cool. Du coup, mon problème de mémoire, il est réglé, parce que pour ce prix-là, actuellement, j'aurais pas grand-chose. Ce qui va me coûter cher, c'est les disques. Parce que là, je ne peux pas prendre de l'occasion, donc il me faut des SSD neufs. Voilà. Et donc, du coup, ça me coûte 1000 balles. Et puis, côté hosting, je suis dans un data center. Donc j'ai à peu près tout. Alors, ce n'est pas un vrai data center, mais j'ai tout ce qu'il y a dans un data center, de la clim, de la lime redondante, de la sécurité, un gros accès réseau redondant et tout ça. Et ça, comme c'est un ami, il me le vend au prix de l'électricité. Donc du coup, ça me coûte 180 balles par mois. Ouais, ça fait beaucoup. Mais il faut dire que c'est un serveur de 2012. Hein. Donc le truc, il fait 700 watts en continu. Et puis je fais du calcul intensif, donc les CPU, ils sont les 40 au taquet. Voilà. Donc le TDP, il est bien atteint. Mais bon, tout ça, ça me fait grosso modo un coût de hosting à 275 balles par mois. Si je rajoute mes 100 balles à AWS, je suis à 375. Et du coup, bah, c'est bien en dessous des 600 que je pouvais avoir en faisant du bail. Et donc, on est dans un truc raisonnable que je vais pouvoir me payer pour fournir mes services. Cool. Bon, moi, je code ça en Java. J'aime bien le Java. L'idée, donc, c'est que tout va se passer en mémoire. Donc, il me faut un système de cache. Il va me falloir du parallélisme. Il faudra que je fasse attention parce que je peux avoir des conflits quand je suis sur les witness. Et puis, je vais écrire en asynchrone. Si on jette un petit coup d'œil à du code pour voir ce qu'il y a derrière, il y a une grosse classe qui permet de gérer du cache, qui va tracer tous les objets qui sont modifiés pour que quand on flush, on ne flush que les objets qui ont été modifiés. Et on va avoir une partie qui fait que le cache, il a une taille qui peut être dynamique. Ça va me permettre, dans ma partie qui est offline, qui est à froid, pas offline, mais qui a froid, ça va me permettre de ne pas consommer toute cette mémoire, puisque je n'ai pas besoin d'avoir tout en cache. Donc je vais pouvoir, par paramètre, avoir quelque chose qui est capable de s'adapter. Mais dans le cas de mon serveur de calcul, le cache fera bien 500 000 objets. Il va falloir que je fasse une persistance régulière. Donc quand je vais persister, bien entendu, mes données, elles ne vont pas être immédiatement écrites sur le disque. Je fais ça tous les quarts d'heure, mais ça va peut-être prendre 10 minutes. Et il n'est pas question que la donnée que je veuille persister, elle soit en train de se modifier quand je le fais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire une persistance, je vais dupliquer tous mes objets en mémoire pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Donc mes 25 gigas sont devenus 50 gigas, d'où les 250 gigas in fine avec les parties Mongo et compagnie. Et ça a un effet qui est quand même plutôt bon. Si on regarde la performance avec le cache, donc ce que vous avez en haut, c'est le cache miss. Donc là, on n'est pas tout à fait au démarrage puisqu'on n'a plus que 20% de cache miss, mais on n'est pas loin du démarrage. Et avec 20% de cache miss, ce que vous voyez dans le premier cadre en bas à droite, c'est que j'ai une performance qui est de calculer 600 beacons par minute. Donc on est un peu loin des 3000 par seconde, mais les 3000 c'est sur les witness, mais on est à 600 par minute. Et quand mon cache commence à plus avoir que 10% de miss, et bien là, je me retrouve à calculer 1500 ou 2000 à peu près, 1500 beacons par minute. Donc on a déjà un gain qui est intéressant. Mais une fois que le cache est complètement chargé, je suis à 10 000 beacons minute. Donc en gros, si je n'avais pas mis de système de cache, que j'allais accéder à ma base à chaque fois, en gros, j'arriverai au maximum à être dans les 300 beacons minute. Le fait d'utiliser ce système de caching et de flush asynchrone me permet de traiter 10 000 beacons par minute, qui est l'objectif que je dois atteindre. Pour ça, en plus, il faut gérer du parallélisme, bien entendu, sur toute la partie calcul. Donc l'idée, c'est de dire qu'à chaque fois, moi, j'ai des entrées qui sont des beacons, et il va falloir que je les éclate entre mes différents threads. Et pour ça, je vais utiliser l'ID du hotspot pour arriver à faire une répartition qui est à peu près équilibrée. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'être sûr que deux beacons qui se suivent, si jamais ça arrivait, comme c'est aléatoire, ça peut arriver, eh bien qu'ils soient bien pris dans la même file et qu'ils ne soient pas traités sur deux fils en parallèle. Comme ça, j'évite d'avoir ce type de parallélisme à devoir traiter. Et un truc qui est hyper important, c'est que mon système, comme tout est en mémoire, si jamais il crache, je perds tous les calculs que je n'ai pas encore flushés. Et ça va être une galère sans nom pour récupérer ça. Donc il ne faut jamais que ça crache. Donc pour pas que ça crache, il ne faut pas que la mémoire elle dérive. Et comme je vous ai dit, je fais du Java. Donc c'est quand même une certaine contrainte. Donc j'ai des mécanismes comme ceux qui sont en bas qui permettent de ralentir le système avec des délais à la con, hein, tout simplement, si jamais on a quelque chose qui a un petit peu de mal à calculer. Voilà. C'est codé en une semaine, le soir et le week-end. Hein. Donc, à un moment, on fait l'esthétique qu'on peut faire pour gérer ce genre de problème. Mais grâce à ça, en fait, même dans pas mal de situations que j'ai pu rencontrer, globalement, mon système, il s'est contraint et je n'ai pas rentré les données. J'ai évité de faire des calculs qui n'étaient pas nécessaires. Voilà. Le dernier point, c'est pour gérer le parallélisme. Bon, pour ceux qui ont fait un peu de Java, c'est simplement du synchronous qu'on va avoir, du synchronize, pardon, qu'on va avoir sur certaines fonctions. Et puis après, il y a plus de choses que ça, mais pour faire vite. Et du regroupement, en fait, c'est-à-dire que dans mon objet, il y a des parties qui sont mises à jour toutes d'un seul coup.
Et ça va être synchronized de façon à éviter que si j'ai 2 witness sur la même zone, eh bien, il y a une percussion des mises à jour qui soient liées à 2 threads qui sont lancés en parallèle. Globalement, en faisant tout ça, ça marche depuis 2 ans en prod, donc c'est plutôt cool. Alors j'ai quand même eu des problèmes, et là c'est juste pour vous dire, quand il y a un truc qui s'écrit sur la ligne de commande, en fait le Rex, c'est qu'il faut absolument chercher à le comprendre, ça doit être quand même intéressant. Il y a des gens qui écrivent des messages, des devs, et ils ne le font pas pour rien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ce problème? Ma performance, elle s'écroule. Et quand je regarde sur mon top, grosso modo, j'ai les IO qui sont partis complètement en sucette et le swap out qui est très élevé. Donc en gros, ça swap. Sauf que ma mémoire libre, elle est 10 gigas. À l'époque, il y a 110 gigas sur ce serveur. Et j'ai encore 23 gigas de cache récupérable. Donc ça swap, mais il y a de la mémoire. Ouais, ok. Bon, je vide le cache, histoire d'avoir plus de mémoire pour voir. Si vous regardez, ça swap toujours. Donc merde, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'avais bien géré le truc. C'est-à-dire que dans mon Docker, dans mon Docker Compose, je lui ai dit, attention, le container, il fait maximum 64 gigas. Tu n'as pas le droit de déborder, y compris avec le swap. Tout ça, ça doit faire 64 gigas. Je préfère que tu crashes plutôt que tu partes complètement en sucette. Et puis, mon Java, je lui ai dit, tu n'as que 60 gigas de disponible. On laisse 4 gigas de marge, parce que ça reste du Java. Donc, ça ne doit pas swapper. Ce n'est pas possible. Sauf que, quand je démarrais, il me mettait toujours ça. Your ETL kernel does not support swap limit capabilities or cgroup is not mount memory limited without swap. Bon, je vous avoue que je l'ai lu 100 fois, j'ai jamais compris ce que c'était, mais en fait, je vais vous le faire dans le texte, c'est très simple. Tu vois ton paramètre de swap limit? Je m'en tamponne. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc, amis dev, mettez des messages clairs. Je m'en tamponne. Tout le monde le comprend celui-là. Bref. Donc, ce message-là, en fait, qu'est-ce qu'il disait? Il était en train de me dire que le paramètre que j'avais mis juste avant, qui était même swap limit 64 000, en fait, il n'allait pas s'en occuper. Et du coup, mon système, il disait, oh, tu m'as limité à 64 gigs, mais tu ne m'as pas limité le swap. Donc, si j'ai besoin de 65 gigs, je vais aller me le prendre dans le swap. Et c'est pour ça qu'il allait swapper alors qu'il y avait de la mémoire dispo. Bon, ce qui est rigolo, c'est que j'ai rajouté ce qu'il faut pour qu'il prenne en compte mon paramètre correctement. J'ai rien changé d'autre. Il a arrêté de swapper. Donc il swappait juste pour le plaisir, si on résume le truc. Et ça a résolu mon problème. Donc ça, c'était le truc le plus chiant que j'ai eu à gérer. Je vais vous passer ça parce que j'en ai un petit peu parlé. Et puis qu'il faut qu'on passe à la suite. Donc ça, c'est la première partie de code. Donc moi, ce qui m'a éclaté à faire ça, outre le fait que c'était un peu dans le rush et que c'était rigolo, c'est qu'on est sur des gros volumes de data dans un contexte hyper contraint au niveau hardware et financier, et que du coup, il faut trouver une solution qui marche bien. Voilà. Et comme je vous disais, ça fait 2 ans que c'est en prod à peu près, que ça tourne, que ça crache pas et que ça occupe pas mes nuits. Donc c'est plutôt sympa. Alors ça tend à s'user au bout d'un moment, ça rame, donc il faut quand même que je relance à peu près tous les 1 mois et demi. Mais sinon, après ça, ça marche bien. Le deuxième sujet, c'est le principal service que je commercialise autour de la blockchain, qui est vous permettre à vous, à n'importe qui, d'aller déclarer des objets connectés, donc des compteurs d'eau, des compteurs de température, ce que vous voulez, et de les associer au réseau pour que vous puissiez faire communiquer vos objets vers vos back-ends et vos applications métiers. Et là, on était dans la même situation, il y a un truc qui existait, sauf que Helium a changé le système, a décidé d'arrêter de faire le support de ces outils-là et a dit à la communauté, on change tout, mais il faut que vous développiez vous-même votre système. Donc je me suis retrouvé, pareil, à devoir développer ça en quelques semaines. Voilà, par contre, ça c'est un projet que je maintiens beaucoup plus. Et l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit capable de faire tourner les objets qui sont sur le réseau Helium. Et il y a plusieurs centaines de milliers d'objets qui sont sur le réseau Helium et qui sont des choses qui sont un peu critiques. Derrière, il y a des gens qui ont des factures de gaz, d'électricité qui sont liées aux données qu'on remonte ici. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on partait quand même pas de from scratch. On partait, alors ça s'appelle un LNS, un LoRa Network Server. C'est un composant qui permet de gérer le protocole LoRaWAN, grosso modo. Mais donc, il y a des choses qui existent, comme ChirpStack, qui est un open source, qui est très bien, mais qui est fait pour être déployé on-premise, chez soi, pour sa flotte d'objets. C'est pas du tout fait pour faire un truc public, accessible par tout le monde, avec du billing, des facturations, du support et compagnie. Et surtout, c'est pas fait pour communiquer avec le réseau Helium. Et donc, du coup, il fallait adapter tout ça. Et moi, ce que je voulais surtout pas, c'était toucher à ChirpStack lui-même, parce que ça évolue très régulièrement, que c'est pas fait que pour faire ça, et que du coup, il n'y a aucune chance que mes poules soient pris par Horn sur son projet. Donc, il fallait que je construise un truc complètement autour de ce qui existait.
Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est utilisé par une vingtaine d'opérateurs sur le réseau Helium, parce que le réseau Helium est un réseau où on peut tous être opérateurs, c'est le principe sur la blockchain. Donc il y a une vingtaine d'opérateurs qui l'utilisent, et aujourd'hui, il y a plus de 300 000 objets qui tournent avec cette solution, dont un très gros qui fait tourner 150 000 objets à peu près. Moi, j'en fais tourner 40 000, grosso modo, et puis après, le reste se répartit sur un peu tous les autres opérateurs. Donc là, petit retour d'expérience sur ce type de développement et sur un développement dans la blockchain, puisque c'est l'objet du talk. Des trucs qui sont assez inhabituels. La communauté de la blockchain, le long terme, elle s'en taponne un peu. C'est le cours du token le lendemain qui les intéresse. Donc on est vraiment sur du court terme avec des décisions qui sont un peu liées. Ça, c'est un peu pénible. Vous verrez les impacts que ça peut avoir. L'autre truc, c'est que la jalousie, voilà, c'est quand même un truc qui est pas mal. Vous êtes en bull run, le token vaut 40 balles, les mecs, c'est les rois du pétrole. Vous êtes en bear market, ça vaut 1 $. Et ben, ils sont super énervés. Voilà. Ils ne travaillent pas plus qu'avant, hein, mais ils sont super énervés. Et puis si vous avez un petit business qui vous rapporte même 1000 balles par mois, ils ont l'impression que vous êtes en train de voler toute la communauté, quoi. Donc vous êtes un peu la cible du truc. Donc ça, c'est un peu chiant. Voilà. Et du coup, ça m'a amené à plein de trucs, par exemple, sur l'aspect licensing. Moi, il se trouve que j'étais le premier et le seul opérateur au départ sur le réseau Helium, en plus d'Helium lui-même. Donc j'étais le seul à faire ça avec une vocation commerciale. Donc j'étais le seul en fait à être emmerdé quand ils ont dit qu'ils allaient arrêter de supporter les outils qu'ils faisaient, parce que j'étais le seul à avoir des vrais clients en face. Donc du coup je dis, faut que je développe un tools, mais si je développe un tools et que je le mets à dispo à la communauté, je me crée des concurrents en fait, qui n'auront pas supporté l'investissement initial. Donc c'est chiant. Donc j'essaye d'amener ça en disant, moi je veux faire de l'open source, parce que je veux qu'on puisse tous l'être, c'est le concept d'Helium, il faut que ce soit distribué. Mais par contre, ce que je veux, c'est qu'il y ait une concurrence qui soit fair. C'est-à-dire que ce qu'avait fait Helium, c'était vendre de la connectivité au prix, à prix coûtant, on va dire. C'est pour ça qu'ils arrêtaient de supporter le service, c'est parce qu'en fait, ils perdaient de l'argent tous les jours avec. Moi, j'avais développé un service plus cher, mais sur lequel, au moins, je paye les frais du serveur et j'arrive à faire un petit peu de marge. Donc ça va. Mais n'importe qui peut arriver demain, mettre son petit serveur, prendre mon soft, le démarrer et faire un prix qui est 2 fois moindre que le mien. Et me faire de la concurrence. Sauf que son service, il ne va pas être rentable et qu'au bout d'un moment, il va fermer la baraque. Il va donner une mauvaise image du réseau. Ça va être un peu emmerdant. Et c'est tous des clients qui auront du mal à venir chez moi. Donc j'ai dit, OK, je donne du code open source, mais on se donne un prix minimum sur lequel vous devez être, de façon à ce qu'on ne se fasse pas une concurrence directe. Et là, je me suis pris les foudres dans tous les sens, parce que mais non, c'est open source, la GPL, je fais ce que je veux, tes limites, on s'en fout, et ainsi de suite. La conséquence de ça, c'est que je dis, OK, ça ne marche pas, je vais faire 2 versions de ma licence, deux versions de mon produit, une version community, avec des fonctionnalités suffisantes mais limitées, et puis une version non-community qui fait que mes clients, ils auront une raison de venir chez moi et de payer plus cher parce qu'ils ont un service qui est différent. Et donc au final, ce code-là, moi j'aurais aimé le donner à tout le monde, mais en fait il n'est pas donné à tout le monde parce que le système n'a pas voulu en fait qu'on ait un système qui soit un peu fair. Donc ça c'est rapport à la jalousie et rapport à la vision court terme. Voilà. Un peu dommage. Le deuxième truc que j'ai eu, c'est que la communauté ne sait pas coder en Java. Alors ça, c'est pas du tout, ils ne savent pas beaucoup coder, mais alors clairement pas en Java, c'est du Rust, c'est du Erlang, c'est des langages comme ça, c'est du Python, pas mal, mais le Java, non. Donc l'assistance et les contributions, j'ai eu des trucs d'enfer, il y a des gens qui m'ont fait un pull request pour m'ajouter des espaces, et j'ai eu des pull requests sur les fichiers de traduction, où le mec a trouvé quand même moyen de m'engueuler, parce que moi, administration, je l'écris admin, parce que j'ai pas trop de place dans mon menu en haut. Et lui, ça l'emmerde, parce que quand il passe à son truc de chat GPT pour gérer la traduction, ça écrit admin, ça le transforme en administration. Et j'ai dit, non, je peux pas accepter ton pull, parce que ça pose un problème. Ah ouais, mais non, mais moi, ça marchera plus. Je m'en fous. Bon, bref, donc c'était assez fun. Mais voilà les 2 contributions que j'ai eues sur toute la code base. Il y a à peu près 200 000 lignes, 300 000 lignes de code à peu près derrière. Donc voilà les contributions que j'ai eues. L'autre point qui est très important dont on parlait, c'est la sécurité. Parce que là, dans cet écosystème-là, la sécurité, elle est hyper importante. Pourquoi elle est hyper importante? C'est des tokens, c'est de la crypto, on peut récupérer de l'argent. En gros, si vous avez une carte de crédit, vous pouvez acheter des crédits de communication chez moi. Maintenant, ces crédits de communication, si vous avez un hotspot et que vous êtes un mineur, vous pouvez les récupérer et les retransformer en tokens. Et si vous les retransformez en tokens, vous pouvez les reconvertir en dollars. Bon, en gros, je vous la fais simple. Si vous avez volé la carte bleue de quelqu'un, vous allez acheter des trucs chez moi. Ensuite, vous consommez ces tokens, vous récupérez 20% de ce que vous avez eu, puisque moi, je prends ma quote-part au passage. Et à la fin, vous avez blanchi de l'argent. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Voilà. Alors, si en plus, vous arrivez à voler les tokens de quelqu'un d'autre parce qu'il y a un problème de sécurité dans le soft, vous pouvez extraire ces tokens-là, enfin ces droits de communication-là, et les reconvertir en argent aussi.
Donc il y a plein de gens qui sont intéressés à essayer de vous attaquer, en général pour gratter 10 centimes. Mais ils le font quand même. Donc j'ai eu plusieurs situations. La première situation, celle-là, elle m'a quand même fait perdre conscience en l'humanité. On est en phase de bêta. Et en phase de bêta, il y a une dizaine de personnes qui accèdent au système et on leur dit en train de tester le truc, si vous trouvez des bugs, voilà, avant qu'on l'ouvre, aidez-nous. C'est des gens avec qui on discute sur les Discord assez régulièrement. Et puis, il se trouve qu'il y avait un bug qui faisait que quand les crédits de communication étaient achetés, en fait, dans certaines situations, on pouvait se retrouver avec x10. Je paye $1, je récupère $10. Et bien, aucune remontée des utilisateurs. Par contre, à un moment, le trafic explose. Pourquoi le trafic explose? En fait, c'est que les mecs étaient en train de retirer le pognon qu'ils avaient récupéré comme ça, le plus discrètement possible. Bah, vu comme ils tiraient sur le système, c'était pas très discret. Mais voilà quoi. Et pas un message pour dire, voilà. Donc après on fait, dis donc, t'aurais pas. Elle fait, ah ouais, c'est bizarre, j'ai mis $1, j'en ai eu pour $10, j'ai pas compris, j'étais en train de les récupérer. Quoi. Ah, ok, merci. Merci les gars, vous m'aidez, sympa. Bon, alors, pourquoi est-ce que j'ai eu ce problème-là? Truc qui peut tous vous arriver. On est sur du Stripe. Stripe, c'est pas synchrone. D'accord? Vous créez une transaction et puis ensuite, il faut que la personne elle aille saisir son code magique et compagnie avec son téléphone. Des fois, elle met 30 secondes le temps de retrouver le téléphone et tout. Et donc, du coup, c'est asynchrone. Donc, moi, j'ai un petit sched qui va passer toutes les 5 secondes et qui va regarder les transactions qui sont pending, si elles ont abouti ou si elles n'ont pas abouti. Bon, jusque-là, tout va bien. Mon code, il fait ça. Il va créditer le client, une fois que la transaction est terminée, validée, que Stripe me confirme que l'argent est sur mon compte, en grosso modo, je vais aller créditer le client. Ensuite, je vais extraire toutes les informations qui me permettent de gérer la facture. Et puis, ensuite, je vais terminer la transaction et ce sera fini. Bon, on est un peu short en temps, donc je ne vais pas vous poser la question que je pose des fois là, qui est où est le bug? Je vais vous amener directement sur le diff pour trouver où est le bug. Le bug, il a été résolu simplement en vérifiant que le champ exchange rate n'est pas égal à nul, parce que la petite blague, c'est que moi, français, je teste en France, je paye en dollars avec des euros, donc il y a un exchange rate, et là, mes testeurs étaient américains, donc eux, ils ont payé en US dollars de l'US dollar, et là, truc habituel qui, moi, m'horripile quand on fait du Java, c'est que la structure d'API que vous pouvez recevoir, bah, elle dépend un peu, elle n'est pas fixe. Donc, du coup, exchange rate, USD, ils se sont dit que ça ne valait pas le coup de mettre 1, donc ils ne mettent pas le champ, et sauf que moi, le champ, je l'attends, donc il vaut nul. Donc null pointer exception. Voilà. Et donc, comme null pointer exception, je crédite, je pète au moment de la facture, je ne termine pas la transaction, 5 secondes plus tard, on recommence. Et comme il y a un time to live de la transaction, au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est pour ça que ça le faisait une dizaine de fois. Mais voilà la blague. Bon, petit bug auquel il faut penser. Deuxième situation. Alors celle-là, je n'ai pas compris le business model encore. Ça aurait pu être du blanchiment d'argent, mais ils n'ont jamais retiré les sous. Mais j'ai plein de gens qui s'inscrivent sur le compte. Il y a des robots qui font ça, qui créent des comptes, qui ajoutent leur carte bleue, par exemple, qui achètent des crédits avec une carte bleue, qui dépensent de l'argent chez moi, et ils font rien d'autre. Et c'est pas normal, parce que normalement, les gens, ils prennent le compte, ils ont 500 crédits gratuits, ils mettent un objet, ils consomment ces 500 crédits, puis ensuite, ils payent. Là, il n'a même pas d'objet déclaré. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font. Et ils ne sont pas en train d'en créer un pour essayer de récupérer le pognon. Non, ils ont juste dépensé de l'argent. C'est quand même plusieurs milliers d'euros, hein, comme ça que j'ai vu passer. Voilà. Donc ça, c'est un peu chiant à traiter parce que je n'ai pas trop envie d'être dans le blanchiment d'argent. Donc, ça veut dire que, il faut mettre des filtres sur les inscriptions parce qu'il y avait des patterns, donc ça permet d'éliminer un peu du gens. Malheureusement, il y a aussi des gens qui ont ce même pattern-là et qui sont tout à fait legit. Donc ça, c'est un peu pénible. Il me faut une fonction très rapide pour pouvoir en un clic aller bannir ces gens-là, voilà, pour remettre un peu la conf propre, et puis ajouter des filtres Stripe qui font que ces gens-là ne vont pas pouvoir continuer à faire cette opération. Entre autres, le truc, c'est qu'ils utilisent des cartes prépayées. Donc du coup, j'interdis les cartes prépayées, puis il y a d'autres règles que je ne vais pas préciser, parce que je ne voudrais pas que, comme ça enregistré, qu'il y ait des gens qui les contournent. Mais grosso modo, aujourd'hui, ça impacte des vrais utilisateurs qui ont des cartes prépayées, qui sont tout à fait legit, clients réguliers, et qui ne peuvent pas payer parce que j'ai des règles comme ça qui sont obligatoires. Et puis après, j'ai passé du temps à rembourser et à faire les déclarations d'incidents auprès de Stripe et compagnie. Donc un peu chiant, ces trucs-là. Et je n'ai pas compris le business model. Bon, là, on arrive dans des trucs qui sont un petit peu plus costauds, un peu plus intéressantes au niveau des attaques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et tout le problème que j'ai, c'est que, en fait, moi, je suis facturé pour le service que je rends au moment où la donnée, elle passe dans un truc qui s'appelle le routeur, le HPR, le routeur d'Helium. C'est à ce moment-là que moi, je paye la communication. Par contre, pour que moi, je refacture la communication à la bonne personne, il faut que ça aille jusqu'à mon LNS, que je reçoive la data, que je trouve à qui aller, que j'aille le facturer lui. Donc, il y a un décalage. Et donc,
Si vous arrivez à faire en sorte qu'un paquet arrive jusqu'à Chipstark, mais que ce paquet-là dans le Chipstark il soit identifié comme invalide, moi je vais le payer, mais vous n'allez pas le payer. Donc comme ça, vous êtes en train de me faire les poches. Donc ça, c'est sympa. Donc ça, j'ai eu ce genre de problème-là. On peut les identifier un par un, mais moi je voulais les identifier de façon un peu plus large. Donc ça m'a obligé à refaire le traitement complet de tous les messages qui arrivent, ce que je n'avais pas trop envie de faire au départ, pour arriver à faire des comparaisons et vérifier que tous les events de Chipstark que je reçois qui me disent que les paquets sont traités ou pas traités, et ainsi de suite, correspondent bien à ce que je reçois de l'autre côté. Donc un gros truc de comparaison et de refacturation a posteriori. Donc ça m'a permis de régler un peu ces problèmes. Et pour le suivre, le dashboard de la mort, qui grosso modo me permet de suivre à peu près tout ce qui se passe sur ce système-là, avec les points qui sont importants que vous avez au milieu à droite, qui sont le paid versus invoice, et qui me permet de vérifier justement combien je me fais facturer et combien moi je facture. Et c'est jamais égal à 0, mais si on a les petites variations raisonnables, tout va bien. Et puis après, tout le monitoring sur l'activité, ce que font les utilisateurs en termes de création de devices, de comptes, et ainsi de suite, qui me permet de surveiller ce qui se passe. Ça m'a pas mal servi dans la 4e situation. Un utilisateur qui s'est dit, qui a compris, celui-là c'est bien, il a dû aller voir le code, qui s'est posé des questions, qui a compris qu'il y avait un asynchronisme entre le moment où on crée un objet et le moment où il était réellement commissionné sur le serveur. Parce qu'en fait, quand on crée un objet, on le crée directement dans Chipstark, donc ça c'est immédiat. Par contre, moi je dois récupérer cette information, la renvoyer sur la configuration du routeur pour dire que j'autorise cet objet-là. Et comme je peux avoir des gens qui créent des milliers d'objets en API, du coup, je ne vais pas les faire mes appels un par un, parce que ce ne serait pas du tout efficace, ça ralentit le système. Donc, je suis asynchrone. Et donc, du coup, j'ai un petit skate qui va régulièrement vérifier s'il y a de nouveaux objets qui sont créés. Alors, le fonctionnement normal, c'est qu'un utilisateur, il ajoute un objet dans le Chipstark, c'est immédiat. Ensuite, il y a mon batch qui passe, qui détecte les ajouts. Je vais déclarer ces ajouts-là dans le routeur d'Helium. À partir de ce moment-là, les données peuvent passer. Jusque-là, tout va bien. Quand une donnée arrive, elle m'est facturée. La donnée va jusqu'à Chipstark. Chipstark connaît l'objet, donc il fait OK, tout va bien. Il me transmet l'information, et du coup, je peux le facturer à mon utilisateur. Et puis, si l'utilisateur supprime l'objet, je vais détecter ça avec un petit décalage, je vais enlever l'objet, et les données n'arriveront plus. Donc, ce que fait l'utilisateur, il se dit, attends, si je crée un objet, j'envoie une donnée, je détruis l'objet tout de suite. Le temps que tout ça se mette à jour, la donnée, elle va arriver, elle va passer le HPR parce qu'il n'est pas tout à fait à jour, mais quand elle va arriver dans Chipstark, comme la suppression a été immédiate, pof, il est rejeté, et du coup, je peux gagner de l'argent. Je peux gagner un DC. Un DC, c'est 100 millième de $. 3 calls API, 100 millième de $. Donc le mec a fait beaucoup de calls API. Et il m'a quand même extorté 10 centimes de $. Parce que j'étais pas le nez sur le monitoring et je m'en suis rendu compte quelques heures plus tard, enfin 24 heures plus tard. Bon, il a quand même balancé quelques dizaines de milliers de calls API sur mon serveur pour arriver à faire ça. Donc c'était pas cool, c'est bien. Ça m'a fait un test de charge en prod, impeccable, ça passe. Voilà. Mais c'était pas très cool. Et donc du coup, en fait, c'est là où c'est très con, c'est que le gars a fait ça. Et en fait, techniquement parlant, il n'y a pas vraiment de solution pour bypasser ce problème-là. Sauf à modifier Chipstark, mais je ne veux surtout pas le faire. Donc il y a une façon fonctionnelle de le faire qui est très simple. C'est ce que j'avais dans mes CGV, c'est quand vous insérez un objet, vous allez payer. Du coup, si c'est pour récupérer 1 et que vous payez 10 quand vous insérez un objet, il n'y a aucun business case. Donc la solution a été très vite trouvée, j'ai juste appliqué ce que j'avais dans mes conditions générales de vente que je ne faisais pas avant. Et ça veut dire qu'en fait, l'impact de ce test-là, c'est que tous mes utilisateurs, ils se retrouvent aujourd'hui maintenant à payer quelque chose qui était dans les conditions générales de vente, mais qui jusque-là était gratuite. Et comme ce problème-là, comme je vous l'ai dit, ce code-là, il sert à peu près tous les LNS Helium, du coup, tout le monde a été obligé de faire ça. Et donc, on a rajouté un coût pour les utilisateurs à cause d'un Gugus qui s'amusait. Mais bon, on n'a pas le choix. Du coup, en conclusion, 1 minute, trop bien. En conclusion, pour moi, développer dans la blockchain, j'ai envie de vous partager cette expérience-là pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une opportunité pour moi de faire des développements qui sont super frugaux.
J'ai bossé pendant très longtemps dans les très grands groupes. On fait des développements qui sont très lourds. On écrit très peu de lignes de code à la journée. On se tape des tonnes d'infrastructures pour gérer finalement pas beaucoup de data. Et dans ce monde-là, on a des gros volumes de données, pas forcément des gros moyens, en tout cas en situation de bear market. Et du coup, ça pousse à faire du code qui soit un peu intelligent, un peu sympa. Donc moi, je me suis vraiment éclaté à faire ça et je m'éclate toujours à faire ça. Il y a un focus très fort sur la sécurité parce que vous voyez que les mecs peuvent tout vous péter pour 10 centimes. Voilà, c'est juste pour le plaisir, en fait. C'est le plaisir de gratter quelque chose. C'est même pas la volonté de vous emmerder. C'est le plaisir de dire j'ai réussi à gratter 10 centimes. Donc ça vous... Voilà. J'avais déjà fait des pentests avant avec des pros, avec des potes qui sont vraiment dans le domaine pour tout ce qui est aspect j'usurpe le login, j'essaye de passer d'une page à l'autre, changer de compte et tout. Ça, j'avais déjà fait. Mais ça, c'est plutôt des bugs fonctionnels qui pouvaient pas trop être vus par des gens qui sont focalisés sécu. Voilà. Ça oblige à faire des développements qui sont aussi super stables. Parce que, en fait, ça va pas me nourrir. En tout cas, j'espère que ça va me nourrir dans 10 ans, mais aujourd'hui, ça va pas me nourrir. Donc, du coup, ça veut dire que je peux pas me payer des gens pour l'opérer, ainsi de suite, et que j'ai un boulot à côté. Et que donc, par conséquent, il faut que je fasse très, très peu de run dessus. Donc il faut que tout ça, ce soit stable. Et là, je sais que je peux globalement, à part les gens qui font des conneries dessus qu'il faut que je surveille, mais globalement, j'ai aucun problème de stabilité sur ces développements. Et ça, c'est important. Voilà, il faut que ce soit simple à déployer parce que la commu, elle n'est pas très tech. Voilà, et ça fait beaucoup de support derrière quand il y a des gens qui veulent déployer et qu'on n'a pas tout scripté. Donc moi, j'ai un super script makeiteasy.sh qui permet à n'importe quel couillon d'être capable de déployer un LNS. Donc ça, c'est cool. Parce qu'il y en a plein qui le font juste pour tester. Ils mettront 2 devices dessus, mais ils vont m'occuper 3 heures ou 4 heures en support. Donc le script va bien. Et puis, c'est une opportunité de vendre des services aussi, puisque derrière tout ce que je vous ai montré, en fait, sur les data, j'ai des gens qui m'achètent les données. Sur les objets, j'ai des gens qui, tous les jours, tous les mois, payent de l'accès à ces services-là. Et ça, c'est plutôt intéressant, plus le support que je fais aux autres opérateurs LNS. Voilà, merci. J'espère que ça n'a pas été trop speed. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Volcamp, le QR code pour les billets, si vous voulez. Merci. J'avais une question sur ton problème de... Donc tu as dû batcher les updates de la base de données pour, parce que c'était trop lent et du coup tu as dû doubler la mémoire parce que tu dois copier tous les objets. Est-ce que tu as essayé de faire du copy on write ou... C'est-à-dire quand les objets sont mis à jour, tu sais que tu vas devoir les copier dans la base de données, donc tu sais que ceux-là, tu ne peux pas les modifier pendant l'opération batch, et donc ceux-là, tu dois les copier si jamais tu fais une modification pendant le... Donc toi, tu dis de faire l'effet inverse, c'est-à-dire de se dire que uniquement si je le copie uniquement si je vais le modifier. Non, j'ai préféré le faire dans cet autre sens, parce que en fait, si je le fais dans l'autre sens, un objet il va pouvoir être modifié, je vais refaire une copie, donc à la fin, je vais avoir plusieurs copies, et donc cet objet, si je le modifie 100 fois, je vais me retrouver en fait à quand même écrire ces 100 updates. Oui. Alors moi, je veux en écrire qu'un. Non, mais tu peux faire une différence entre la copie dont tu as besoin pour le maintien en mémoire de l'état et puis la copie dont tu as besoin pour faire l'opération batch. Il y a moyen de... Ouais, je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Oui. Là, honnêtement, l'avantage, c'est que la fonction clone, moi, en fait, tout mon système de cache que j'utilise depuis longtemps, il a tous les objets qui sont dedans, ils sont clonables. Et donc, du coup, faire une copie, c'est juste appeler clone et je suis pas emmerdé, en fait. C'est la fainéantise, on va dire. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Ok. Et j'avais une deuxième question. Est-ce que tu as utilisé des transactions dans MongoDB ? Est-ce que tu as eu besoin d'utiliser des transactions ou... Non, parce que j'ai aucune relation entre mes objets. Mm-hmm. Donc du coup, c'est vraiment, je fais que du write en fait sur Mongo, à part quand mon cache n'est pas chargé, où là je vais faire du read. Pour le reste, je fais que du write. Et du coup, j'ai pas vraiment de... Le seul risque que j'aurais, si tu veux, c'est en effet, le risque que j'aurais, c'est si je crache au milieu de mes updates. Là, j'ai une partie qui est déjà updatée, une partie qui n'est pas updatée, donc j'aurais pu mettre tout ça dans une transaction pour faire en sorte que soit c'est updaté, soit c'est pas updaté. Mais le problème, c'est que d'un côté, je flush toutes les 15 minutes, et de l'autre côté, j'ai un enchaînement de fichiers qui arrive. Et donc, en fait, ma resynchronisation, elle se fait à la fin d'un fichier. Et du coup, si je rentre dans ces considérations-là, ça ne va pas m'aider, en fait. Parce que je pourrais rollbacker par rapport à tout ce qui était écrit dans la base, mais tous les calculs intermédiaires qui ont été faits en mémoire, ils sont perdus. Et en fait, c'est vraiment ça qui me pose problème. C'est tout ce qui est en mémoire et qui n'est pas encore flushé. Si j'ai un crash, je perds tous les updates qu'il y a eu entre deux flushs. Et comme je sais dans quel fichier c'est,
mais c'est pas évident de reconstruire la totalité. Donc je me sers du beacon et je regarde si ce que j'ai flushé ça correspond à mes beacons ou pas, mais c'est pas top. En fait, je sais que quand j'ai un crash, potentiellement je perds quelques données. Après, comme j'ai pas un historique total sur les datas, c'est toujours une fenêtre ce que j'ai. Au final, ce delta sur les datas, il va disparaître au bout de quelques semaines. Donc je peux avoir des datas incohérentes pendant quelques semaines, mais pas plus. Donc c'est pas hyper gênant. Merci. On va être un petit peu short pour d'autres questions, mais je vous invite à retrouver Paul pendant la pause de 16h avec la petite collation. Donc merci encore Paul et merci à tous. Bon après-midi à tout le monde. Merci.